Je m'appelle Ndokmo Théo, je suis camerounais, je suis trans-homme. Je suis expert en construction de mouvements, en suivi, évaluation et renforcement de capacité. Portia Estelle Kouam, je suis une femme transgenre, la directrice exécutive de l'association transgenre camerounaise, Transigence Action Féministe. Jojo Chanden, et je suis trans-homme, assistant administratif et parajuriste au réseau indépendant des trans africains, en abrégé RETA. Et parallèlement, je suis responsable de la cellule droits humains et du plaidoyer à la VAF, qui est l'association pour la valorisation de la femme. Bonjour, je suis Chanel Conquet, je suis une femme trans, directrice exécutive de l'association Trans Amicale. Cette association est basée ici à Yaoundé au Cameroun. En fait, être une personne trans et vivre au Cameroun, c'est être en danger au quotidien. J'ai eu à faire beaucoup d'analyses, beaucoup de recherches sur les problèmes et les besoins que vivent les personnes trans en Afrique centrale, mais particulièrement au Cameroun et dans les plus grandes villes qui ont été touchées lors de ces études, soit Yaoundé, Douala, Bamenda et Beto. Dans ces régions-là, on s'est rendu compte que les personnes trans étaient beaucoup violentées, beaucoup agressées, beaucoup rejetées par les familles. On a même noté un cas de meurtre par les membres de la famille dans la région du Sud Cameroun. Nous avons beaucoup de personnes qui ont été tapées et laissées pour mortes. On va dire que le climat camerounais est dominé comme ça par l'article 347 et vous voyez qui condamne encore les relations sexuelles entre les personnes de même sexe. Et donc c'est là, cette loi ou cet article particulièrement favorise un climat assez haineux dans notre contexte et du coup ne laisse pas le choix aux personnes transgenres de pouvoir s'épanouir de manière paisible. Et donc cet article fait en sorte que les personnes transgenres dans notre contexte sont de plus en plus épiées, notamment dans leur lieu de service ou dans la rue, ce qui les expose à beaucoup de formes de stigmatisation et de discrimination et même de violences basées sur le genre. Donc, les personnes transgenres sont sans cesse en proie aux représailles, qu'elles soient directes ou insidieuses de la part de la population générale ou même des forces de maintien de l'ordre. Par exemple, le dernier rapport de violation des droits humains rédigé par la plateforme Unity recense environ 2034 violations et violences de droits des personnes LGBT en général. Et on recense à peu près 64 violences basées sur le genre à l'endroit des personnes trans seulement en 2020. Lorsqu'on va comparer les violences en 2019 et les violences de 2020, on va se rendre compte qu'il y a une nette évolution, notamment avec la venue de la Covid qui n'a pas facilité les choses pour les membres de la communauté. On se dit qu'on vit dans un climat assez délétère, un climat assez tendu où les personnes trans en général, parce que je ne parle que pour la communauté que je représente, cette communauté subit énormément. Je crois que le monde a vu tout au long de l'année 2020, surtout au début, entre février et mai, l'affaire Shakiro qui a fait le tour des télévisions. C'est des situations qui font que la conclusion qu'on peut tirer par rapport au traitement infligé aux personnes trans au Cameroun est plutôt négatif. Si j'ai subi une violence, ou une VBG ou une violation, si ça pouvait être non, vraiment, ça allait être un vrai plaisir. Mais passant de la condamnation, parce que j'ai été arrêtée, j'ai été déférée au parquet pour ce que je suis. Ils ont mis ça sous couverture rébellion et tout. J'ai été rejetée par la famille, j'ai été expulsée par mon bailleur, j'ai été licenciée au lieu de service, j'ai été refusée de travailler en raison de mon vestimentaire. J'ai été bastonnée, que ce soit dans la rue, que ce soit par la famille également.
Donc tout ça, c'est notre quotidien. Ce sont les violences et les violations que j'ai eu à subir au quotidien. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le rejet familial. Vous savez, quand vous vivez dans un contexte où vous ne vous comprenez pas d'abord vous-même et que vous avez besoin d'un soutien, que ce soit des proches, que ce soit de la famille, l'entourage, et que vous avez l'impression d'être incompris et qu'on vous traite peut-être de possédé ou de démon. Donc, ce qui fait qu'en 2010, lorsqu'on a su effectivement ce que j'étais, mon papa m'a rejeté. Et il n'a pas fait que me rejeter, parce qu'avant de me rejeter, il me battait sauvagement. Donc, sa manière d'abord de me battre, c'était comme s'il battait sur un arbre solide. Donc, tout matériel qu'il pouvait trouver en sa possession, ça se retrouvait sur moi. Donc, quand je n'en pouvais plus, j'avais d'abord fugué. Je pense que cette période, j'ai d'abord fugué. Et je faisais terminale, donc j'avais un examen à faire. Il fallait absolument que je rentre parce que tous mes effets scolaires étaient à la maison. Un soir, je suis rentrée et je l'ai trouvé à la maison. Je l'ai salué à distance. Il s'est levé, il m'a demandé ce que je faisais chez lui. Et je me rappelle, il buvait du whisky. Il a pris le verre du whisky et il m'a lancé. Quand je me suis baissée, ça a cassé la vitre du portail, de la porte derrière moi. Je me suis dit, ah, il n'a pas encore encaissé, c'est pas encore fini, donc autant mieux partir et revenir. Quand je monte, j'arrive au carrefour, il fallait que je trouve des pièces pour prendre la moto et sortir du quartier. Mais j'ai un sixième sens qui me dit, lève la tête, lève la tête. Donc du coup, quand je lève la tête, je vois mon papa à moins de 2 mètres devant moi, en face de moi avec la machette. Donc il y avait un véhicule juste près de moi. C'est où j'ai positionné la main pour essayer de fuir. Ce soir, il avait plu, il y avait tellement de boue là et tout. Et c'est où il a lancé la machette. Et le moment de retirer, ça m'a d'abord fendu la main. Il a essayé, si seulement je ne veux pas vous montrer, mais j'ai des séquelles de machette un peu partout sur le corps. Mais ce jour, je dirais que c'est la vitesse que j'avais au pied qui m'a vraiment sauvée. Parce que lorsque j'ai même pris la distance, lui, il s'est mis à crier « Oh voleuse, oh voleuse, oh voleuse, oh bandite ». Donc il y avait un groupe de gars devant là qui m'ont d'abord assommé et commencé à me bastonner. C'est où un des gars qui louait chez nous, un de nos locataires, a dit que non, c'est son enfant, ils ont des problèmes, je ne sais pas qu'elle a volé. C'est où j'ai été un peu protégée. Et depuis ce jour, j'ai quitté la maison, mais lorsque je consultais ma boîte mail, je me suis rendu compte que l'ambassade d'Allemagne m'avait envoyé un mail de me rendre à l'ambassade avec mon passeport, la réservation de billets d'avion, l'assurance et tout. C'est où comme j'étais mineure et lui il était mon tuteur, je ne savais pas comment faire, donc j'ai fait appel à l'un de mes oncles pour cela. Quand il est allé, il a dit que si déjà ici je suis comme ça veut dire que si je vais en Europe, je vais être seulement international et tout. Et c'est où mon papa, celui qui dit être mon père, a carrément déchiré ce passeport avec le visa que j'avais à l'intérieur, parce que j'avais obtenu un visa de faute. Lui, il est allé chercher, puisque en tant que tuteur, il pouvait aller récupérer ça en mon absence, mais moi, je ne pouvais pas aller récupérer sans lui. Donc, il a déchiré mon passeport, faute études, 5 ans. Et depuis lors, il n'arrête pas d'envoyer les menaces. Il me dit qu'il m'a donné la vie et il va la reprendre. Et sachant qui il est et comment il est brut, c'est quelqu'un qui est capable de tout. Donc chaque fois quand je marche dans la ville, quand une voiture freine, et tu as l'impression que ça peut être lui qui cherche à ôter la vie en fait. Donc je vis au quotidien dans la peur. Et depuis 2010, je n'ai pas de contact avec la famille. Et je vis comme ça, je ne peux pas compter sur moi-même. Je vais dire, je suis mon seul soutien en fait.
Malheureusement, c'est une période vraiment difficile. Et après ça, j'ai dû beaucoup travailler pour me reconstruire. Et j'ai continué à faire face aux violences au niveau des maisons où j'habitais. Où par moments, les bailleurs aussi me demandaient de sortir parce que j'avais l'impression que j'étais une personne homosexuelle et qu'ils n'en voulaient pas. Et aussi dans la rue, quand je présente ma carte à un contrôle ou bien mon permis de conduire, ça a créé beaucoup de suspicions. J'ai déjà été interpellé à l'aéroport une fois où mes bagages ont été complètement éventrés pour, je ne sais pas ce qu'on cherchait, mais comme mes documents officiels ne correspondaient pas à mon apparence physique, ils se sont dit peut-être qu'ils auraient d'autres éléments dans mes bagages et j'ai été larisé dans l'aéroport et j'ai eu droit à des fouilles. Et pour finalement me laisser 3 heures de temps après que tout le monde soit sorti. Donc ces violences malheureusement m'affectent au quotidien, malgré les suivis, les disponibilités que j'ai en termes de suivi psychologique, le fait de rencontrer les autres dans des groupes de parole, de discuter, d'en parler. Malgré ça, ça demeure toujours très très compliqué au quotidien. Les conséquences sont nombreuses, hein. Elles sont autant physiques que mentales. Déjà mentales parce que j'ai été brimé très tôt. Donc les brimades ont commencé enfant. Déjà dans le cercle familial, c'était des remontrances à chaque fois, c'était des préjugés vis-à-vis de ma personne, que ce soit venant de ma mère, venant de mes oncles, venant de mes tantes, venant de certains de mes cousins qui venaient de temps en temps en congé à la maison. Et donc j'ai eu très tôt, je crois que c'était entre 12 ans et 13 ans, ma première tentative de suicide. Ça m'a énormément terrassée. Se retrouver du jour au lendemain sans soutien familial et ne sachant pas qui tu es exactement, parce que je vais dire, cette période, moi-même, je ne me comprenais pas. J'étais convaincue d'être vraiment le démon qu'on disait, parce que pour eux, j'étais démoniaque, les amis m'avaient entraîné dans une secte et tout. Donc, on me traînait chez des marabouts. Donc moi-même, j'étais persuadée d'être quelqu'un de très mauvais en fait. Depuis ce jour, je vais dire, je rêve plus beaucoup. Bon, je rêve plus. En fait, je vais dire, j'ai plus d'espoir. J'ai perdu beaucoup d'espoir parce que tu te dis quand tu as une chance que ta vie bascule, comme je l'ai eu en 2010, du côté favorable, donc avec ce visa, et que tu te retrouves du jour au lendemain sans ça, sans famille, sans logement et dans la rue, il y a de quoi te dire que tu as perdu espoir. Donc, chaque fois, tu as bien l'envie, je vais dire, tu as bien l'envie et la force d'aller de l'avant et dire que ça va aller, tout ça c'est rien. Mais il y a également les violences quotidiennes, que ce soit des voisins, des gens du quartier, au passage, qui te rappellent toujours ces mauvais souvenirs et qui te replongent toujours dans ce tunnel assez sombre. Donc, sincèrement, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit social, que ce soit professionnel, que ce soit tout, ça a énormément joué. Et je pense que ça a tout gâché, ça a tout chamboulé dans ma vie. Pour moi, la journée du 20 novembre symbolise beaucoup d'espoir. C'est vrai, dans un premier temps, c'est ce jour-là, nous célébrons nos frères, nos sœurs, nos amis qui ont perdu les armes sur le chemin du combat, qui n'ont pas pu se relever de toute cette frustration, de toute cette colère, de toute cette violence. Mais aussi derrière, nous voyons de leur combat les perches que nous avons eues pour avancer. Parce que si moi, je n'avais pas eu l'opportunité d'avoir une communauté, des psys pour me suivre, m'accompagner, je ne pense vraiment pas que j'aurais encore été en vie à ce jour. Donc pour moi, cette journée signifie beaucoup d'espoir. On pense à eux, on pleure leurs âmes, mais on sait qu'avec le combat qu'ils ont mené, nous allons pouvoir continuer et y arriver. La journée du 20 novembre, c'est une journée capitale, une journée phare pour toute la communauté trans dans le monde parce que, évidemment, on se souvient à cette époque, à cette période de l'année,
de toutes les personnes qui ont laissé leur vie à cause des violences. La première trans, par exemple, de qui justement est partie cette idée de créer le thé d'or, a été assassinée aux États-Unis. Donc c'est en souvenir à toutes ces trans qui ont été assassinées. C'est en souvenir à toutes ces trans qui sont brimées au quotidien dans le monde que nous célébrons chaque année, tous les 20 novembre de chaque année, la journée internationale du souvenir trans. En ce qui concerne la prise en compte des droits des personnes trans, nous ne demandons pas des droits spécifiques, nous demandons juste que les droits accordés à tout Camerounais nous soient aussi naturellement accordés. Nous demandons juste d'être acceptés, d'être respectés tels que nous sommes. Et particulièrement au ministère de la Justice, de pouvoir mettre en place des lois de protection pour les personnes trans, pour que nous puissions vivre naturellement comme tout autre Camerounais. Ensuite, de pouvoir mettre un dispositif qui puisse nous permettre d'avoir des actes ou bien des cartes nationales d'identité qui correspondent à notre genre vécu dans la société. Nous demandons au ministère de la Défense et tout autre organe de police judiciaire ou de protection des citoyens de mettre à disposition des mécanismes non seulement de sensibilisation sur les thématiques genre, mais aussi de protection pour les cas d'arrestation arbitraire, du vindicte populaire à l'encontre des personnes trans, des menaces et ainsi de suite. Et aussi le ministère de la Santé et tous les organes y attachés de pouvoir mettre en place des mécanismes de suivi spécifiques pour des personnes trans, pas seulement les personnes trans ayant en cours une transition ou voulant faire une transition, mais pour les personnes trans en général. Parce que même pour un palu, une personne trans peut facilement mourir avec l'automédication parce qu'il n'est pas évident d'aller vers des institutions spécialisées à cause de toute la stigmatisation dont on fait face au quotidien. Pour moi, le message que j'aimerais adresser à l'encontre des dirigeants et des autorités, c'est que personne ne peut accepter volontairement de subir les violences que nous subissons au quotidien si ce n'est pas sa nature. Au côté sanitaire, il y a un plan, dans le plan stratégique national de santé, que la spécificité des personnes trans est prise en compte dans le domaine du VIH. Mais il y a toujours des discriminations et des stigmatisations qui sont présentes. Et il y a beaucoup plus. Donc la problématique des personnes trans va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc je souhaiterais que ces autorités, ces dirigeants essaient de porter une attention particulière à cette minorité. Et aussi, j'aimerais qu'ils comprennent qu'on n'a pas demandé à naître ainsi. Parce que voir la société ou soit les forces de maintien de l'ordre poser des actes de barbarie sur ces personnes sous prétexte que ce sont des personnes entièrement à part et justifier cela que ce sont des actes hors normes, c'est assez écœurant. Alors que l'État, le gouvernement est le garant de la sécurité et la protection de tout individu. Donc qu'ils sachent que nous sommes des personnes à part entière et que nous avons besoin également de cette protection, de cette sécurité qui est donnée à d'autres personnes, que l'on ne se couvre pas sous des perceptions, des stéréotypes et des préjugés pour déterminer qui mérite ci ou qui mérite ça. Que vraiment, que les choses, que nous basons nous-mêmes, ne serait-ce que sur la base, le fondamental des droits humains. C'est que ce soit l'accès à la santé, au logement, l'éducation et tout. Ce n'est pas parce que nous sommes ainsi que nous n'avons pas droit au logement. Ce n'est pas parce que nous sommes ainsi que nous n'avons pas droit à l'éducation. Donc, comme on l'a dit, la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son préambule qui dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes comme ça qu'on n'a pas droit à un procès ou à une justice équitable. Donc que le gouvernement vraiment se tourne sur cette question et ait une réflexion et une pensée objective concernant ces minorités. Merci.